La vérité éclate enfin au grand jour. Après des semaines de démentis, de communiqués lénifiants et de mensonges diplomatiques, les masques tombent. La CEDEAO est en panique totale face à l'effondrement de son autorité régionale. La France vient d'avouer, dans un document qui a fuité du Quai d'Orsay, qu'elle a orchestré le sauvetage de Talon avec des moyens militaires et de renseignements jamais révélés. Le Nigeria, pris la main dans le sac, multiplie les versions contradictoires sur son intervention militaire du 7 décembre. Ce qui se dévoile aujourd'hui n'est pas une simple crise politique béninoise, c'est l'effondrement complet de l'architecture de sécurité ouest-africaine et la révélation d'un complot international pour maintenir un dictateur au pouvoir. Commençons par la CEDEAO, cette organisation moribonde qui prétend encore diriger l'Afrique de l'Ouest. Le sommet extraordinaire convoqué en urgence à Abuja a viré au psychodrame. Les chefs d'État se regardent en chiens de faïence. La moitié des membres ont déjà quitté l'organisation. Mali, Burkina Faso, Niger. Les autres menacent de suivre. Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye remet en question sa participation. La Guinée de Mamadi Doumbouya ricane ouvertement. Le Togo se tait mais prépare sa sortie. La CEDEAO n'est plus qu'une coquille vide maintenue artificiellement par le Nigeria et ses derniers vassaux. La panique au siège de la CEDEAO est palpable. Les couloirs bruissent de rumeurs de démission. Omar Alieu Touré, le président de la commission, a été vu en larmes dans son bureau. Son mandat est un échec total. Il a perdu 3 pays membres. Il n'a empêché aucun coup d'État. Il a cautionné l'intervention militaire illégale au Bénin. Sa crédibilité est en miettes. Les diplomates ouest-africains parlent déjà de dissoudre l'organisation et de repartir de zéro. Les procès-verbaux secrets du dernier sommet, qui ont fuité sur les réseaux sociaux maliens, révèlent l'ampleur du désastre. Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a menacé de claquer la porte si le Nigeria continue ses aventures militaires unilatérales. Macky Sall, l'envoyé spécial, a avoué qu'il ne contrôle plus rien. Les chefs d'État se sont insultés. Les accusations ont fusé. La réunion s'est terminée sans communiqué final. Du jamais vu dans l'histoire de l'organisation. Le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance est devenu une blague. Comment une organisation qui maintient au pouvoir par la force un président contesté peut-elle prétendre défendre la démocratie? Comment des chefs d'État qui, violant leur propre constitution, peuvent-ils donner des leçons aux putschistes? L'hypocrisie a atteint un niveau insoutenable. Même les plus fidèles soutiens de la CEDEAO ne peuvent plus défendre l'indéfendable. La France, de son côté, vient de commettre l'irréparable. Le document qui a fuité, une note confidentielle défense du 8 décembre 2024, confirme ce que tout le monde soupçonnait. Paris a activé sa cellule de crise Afrique dès les premières minutes du putsch béninois. Les satellites militaires français ont fourni en temps réel les positions des putschistes aux forces loyalistes. Les forces spéciales françaises basées à Ouagadougou, officiellement parties, étaient en alerte pour intervenir. Les services de renseignement français ont identifié et localisé les meneurs du coup d'État. Plus grave encore, la note révèle que la DGSE avait infiltré les putschistes depuis des semaines. Paris savait que le coup se préparait. Les services français ont laissé faire pour mieux piéger les mutins. C'était une opération de contre-insurrection préventive. Laisser le coup commencer pour mieux l'écraser et justifier un renforcement du dispositif sécuritaire. Machiavélique et efficace. L'ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy, a joué un rôle central dans cette opération. C'est lui qui a coordonné avec les Nigérians. C'est lui qui a conseillé Talon heure par heure. C'est lui qui a organisé l'évacuation du président vers une planque sécurisée par les forces françaises. L'ambassade de France est devenue le véritable centre de commandement de la contre-offensive. Plus qu'une ingérence, c'est une prise de contrôle totale de la réponse à la crise. Emmanuel Macron lui-même a suivi l'opération depuis l'Élysée. Les images de la salle de crise, publiées par erreur sur le compte Twitter officiel puis rapidement supprimées, le montrent en visioconférence avec ses généraux. Le président français a personnellement ordonné l'engagement des moyens de renseignement et de guerre électronique. Il a validé le plan de sauvetage de Talon. Il est directement responsable de ce qui s'est passé. La France a également mobilisé ses réseaux médiatiques pour contrôler le narratif. France 24, RFI, TV5 Monde ont tous relayé la version officielle sans questionnement. Les experts français invités sur les plateaux ont tous justifié l'intervention. Les éditorialistes parisiens ont tous salué le sauvetage de la démocratie.
C'était une opération de propagande coordonnée pour légitimer l'injustifiable. Mais pourquoi la France s'est-elle autant investie pour sauver Talon? Les documents qui fuitent révèlent l'ampleur des intérêts français au Bénin. Des contrats secrets avec Total pour l'exploration pétrolière offshore. Des accords confidentiels avec Bolloré pour l'extension du port de Cotonou. Des marchés militaires juteux en négociation. Des millions d'euros en jeu. Talon est le garant de ses intérêts. Sa chute signifierait la perte du dernier bastion français en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, pendant ce temps, s'enfonce dans ses mensonges. La première version officielle parlait d'une simple assistance technique au gouvernement béninois. Puis on a parlé de soutien logistique. Puis de appui aérien. Maintenant, les témoignages et les vidéos prouvent qu'il y a eu des bombardements réels, des morts, une occupation militaire. Abidjan ne sait plus quelle version maintenir. Bola Tinubu est pris au piège de ses propres mensonges. Il a d'abord nié toute intervention militaire. Puis il a admise mais minimisé. Puis il a justifié mais édulcoré. Maintenant que les preuves s'accumulent, vidéos de frappes aériennes, témoignages de soldats, images satellites, il ne peut plus nier. Mais avouer la vérité, c'est reconnaître qu'il a violé le droit international, qu'il a bombardé un pays voisin, qu'il a tué des citoyens béninois. Les contradictions dans les déclarations nigérianes sont flagrantes. Le ministre de la Défense parle de 0 victime. Le chef d'état-major évoque des dommages collatéraux limités. Les sources militaires sur le terrain parlent de dizaines de morts. Les hôpitaux de Cotonou ont reçu des corps déchiquetés par les bombes nigérianes. Les familles cherchent leurs disparus. La vérité est sanglante, et le Nigeria le cache. L'armée nigériane elle-même est divisée sur cette intervention. Des officiers supérieurs ont exprimé leur désaccord en privé. Bombarder un pays frère pour maintenir un dictateur au pouvoir, beaucoup trouvent cela inacceptable. Les fuites viennent de l'intérieur. Des militaires nigérians écœurés transmettent des documents aux médias. C'est une rébellion sourde contre une guerre sale. Le Parlement nigérian commence à poser des questions embarrassantes. Combien a coûté cette intervention? Qui a autorisé les bombardements? Pourquoi le Nigeria s'est-il impliqué dans une crise intérieure béninoise? Les députés de l'opposition exigent une commission d'enquête. Les sénateurs demandent des comptes. Tinubu est sur la sellette dans son propre pays. L'opinion publique nigériane bascule. Au début, les médias gouvernementaux ont vendu l'intervention comme une mission de paix. Maintenant que la vérité émerge, les Nigérians sont horrifiés. Leur armée a bombardé des civils dans un pays voisin. Leurs impôts ont financé une guerre illégale. Leur président les a mentis. La colère monte dans les rues de Lagos et d'Abuja. Les preuves s'accumulent. Des vidéos filmées par des habitants de Cotonou montrent les avions nigérians larguant des bombes. Des enregistrements audio captent les communications entre les pilotes nigérians et leurs bases. Des documents militaires détaillent les ordres de mission. Des témoignages de soldats béninois confirment l'ampleur des frappes. Le Nigeria ne peut plus cacher la vérité. Le coût humain de l'intervention commence à être documenté. Des organisations de défense des droits humains comptent les morts. Amnesty International prépare un rapport accablant. Human Rights Watch accumule les témoignages. Les chiffres qui circulent sont terrifiants. Pas une douzaine de morts comme le prétend Abuja, mais des dizaines, peut-être des centaines. Des militaires, mais aussi des civils pris dans les bombardements. Le coup politique est encore plus lourd. Le Nigeria a perdu toute crédibilité morale dans la région. Comment peut-il prétendre être le leader de l'Afrique de l'Ouest après avoir bombardé un voisin? Comment peut-il dénoncer les juntes militaires après avoir agi comme elles? Comment peut-il parler de démocratie après avoir maintenu un dictateur par la force? Les pays de l'AES, Alliance des États du Sahel regroupant Mali, Burkina Faso et Niger, jubilent. Ils ont maintenant la preuve de ce qu'ils dénonçaient. La CEDEAO est un instrument de domination nigériane. Le Nigeria est un État voyou qui bombarde ses voisins. La France tire les ficelles dans l'ombre. Leur narrative est validée par les faits. Le colonel Assimi Goïta du Mali a fait une déclaration cinglante. Le masque est tombé. La CEDEAO n'est qu'une milice au service des intérêts français et nigérians. Ils bombardent les peuples qui veulent se libérer. Nous avions raison de partir. Ces mots résonnent dans toute l'Afrique. La légitimité de la CEDEAO est morte. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso en rajoute. Ils osent nous traiter de putschistes alors qu'ils maintiennent Talon au pouvoir par les bombes.
Qui sont les vrais criminels? Nous qui avons libéré nos peuples ou eux qui les oppriment? La guerre des mots fait rage, et la CEDEAO la perd. Le général Tiani du Niger révèle des informations explosives. Nous avons des preuves que le Nigeria préparait une intervention similaire contre nous. Les plans étaient prêts. Les cibles identifiées. Seule notre fermeté les a dissuadés. Si c'est vrai, cela confirme que le Nigeria était prêt à déclencher une guerre régionale. La Russie, par la voix de Sergueï Lavrov, enfonce le clou. Ce qui s'est passé au Bénin confirme ce que nous disons depuis longtemps. L'Occident et ses alliés régionaux utilisent la force militaire pour maintenir des régimes impopulaires. C'est du néocolonialisme pur et simple. Moscou marque des points dans la bataille pour l'influence en Afrique. La Chine, plus subtile, exprime sa préoccupation et appelle au respect de la souveraineté des États africains. Pékin se positionne comme l'alternative raisonnable face à la brutalité occidentale et nigériane. Les contrats chinois au Bénin se multiplient discrètement. Les États-Unis sont embarrassés. Officiellement alliés de la France et du Nigeria, ils ne peuvent pas condamner ouvertement. Mais officieusement, Washington est furieux. L'intervention au Bénin a renforcé les juntes sahéliennes et ouvert la porte aux Russes. C'est un désastre stratégique pour l'Amérique. L'Union africaine est paralysée. Condamner l'intervention, c'est se mettre à dos le Nigeria, son principal contributeur. La cautionner, c'est perdre toute crédibilité. Alors l'EA se tait, confirmant son irrelevance totale dans les crises africaines. L'ONU est tout aussi impuissante. Le Conseil de sécurité ne peut pas agir car la France a un droit de veto. L'Assemblée générale peut au mieux voter une résolution sans valeur contraignante. Antonio Guterres se contente d'appeler au dialogue et à la retenue. Des mots creux face aux bombes réelles. Pendant ce temps, au Bénin, les conséquences de ces mensonges et manipulations sont terribles. La population ne croit plus personne. Ni Talon qui ment sur sa légitimité, ni la France qui ment sur son rôle, ni le Nigeria qui ment sur son intervention, ni la CEDEAO qui ment sur ses intentions. La confiance est brisée, peut-être définitivement. Les Béninois comprennent qu'ils sont les victimes d'un jeu géopolitique qui les dépasse. Leur pays est devenu un champ de bataille pour des intérêts étrangers. Leur souveraineté est une fiction. Leur démocratie est une farce. Leur avenir est hypothéqué par des puissances qui se disputent leur contrôle. Les jeunes Béninois sont les plus révoltés. Ils voient leurs frères africains du Mali, du Burkina, du Niger se libérer du joug français. Ils voient leurs voisins reprendre leur souveraineté. Et eux? Ils sont bombardés pour rester sous domination. C'est une humiliation insupportable pour cette génération qui rêve de liberté. L'armée béninoise est déchirée. D'un côté, les loyalistes qui ont bénéficié de l'intervention étrangère. De l'autre, les patriotes humiliés de voir leur pays occupé. Entre les deux, une majorité silencieuse qui attend son heure. La prochaine tentative de coup d'État est une question de temps. L'économie béninoise paie le prix de cette crise. Les investisseurs fuient un pays instable maintenu artificiellement. Le port de Cotonou voit son trafic s'effondrer. Les recettes douanières chutent. Le franc CFA perd de sa valeur. Le Bénin s'enfonce dans la récession. Les opposants politiques, même muselés, reprennent espoir paradoxalement. Si le régime a besoin de bombes étrangères pour survivre, c'est qu'il est plus faible qu'il n'y paraît. Les démocrates préparent leur retour. Les exilés complotent. Les prisonniers politiques deviennent des symboles. La résistance s'organise. Les réseaux sociaux sont en ébullition. Les hashtags Bénin libre, non à l'occupation, talons dégagés deviennent viraux. Les vidéos des bombardements nigérians circulent. Les documents français fuités sont partagés massivement. Les mensonges officiels sont démontés en temps réel. C'est une guerre de l'information que le pouvoir est en train de perdre. Les médias internationaux commencent enfin à s'intéresser à l'affaire. CNN prépare une enquête sur les bombardements nigérians. Le Monde questionne le rôle de la France. Al Jazeera dénonce le néocolonialisme. RT en fait ses choux gras. Le scandale devient mondial. Les organisations de défense des droits humains montent au créneau. Amnesty International exige une enquête internationale. Human Rights Watch documente les crimes. La Cour pénale internationale est saisie. Des plaintes sont déposées. La justice internationale se met en branle, lentement mais sûrement. Les avocats internationaux préparent leur dossier. Les bombardements d'un pays souverain constituent un crime d'agression.
Le maintien par la force d'un régime illégitime viole le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les responsables français et nigérians pourraient un jour répondre de leurs actes devant la justice internationale. La diaspora béninoise se mobilise. À Paris, des manifestations dénoncent le rôle de la France. À Lagos, des sit-ins protestent contre l'intervention nigériane. À Washington, des pétitions circulent. À Bruxelles, des lobbies s'activent. Les Béninois de l'extérieur deviennent la voix de ceux de l'intérieur muselés. Les intellectuels africains prennent position. Achille Ngambe dénonce la recolonisation rampante. Felwine Sarr parle de trahison des élites. Les voix qui comptent sur le continent condamnent unanimement ce qui s'est passé au Bénin. C'est un tournant dans la conscience africaine. Les artistes s'engagent. Les musiciens composent des chants de résistance. Les peintres créent des œuvres dénonçant l'occupation. Les écrivains publient des textes vengeurs. La culture devient résistance. L'art devient arme. La création devient rébellion. Les religieux eux-mêmes sortent de leurs réserves. Les évêques catholiques publient une lettre pastorale courageuse. Les imams dénoncent l'injustice en chair. Les pasteurs évangéliques appellent à la prière pour la libération. Même Dieu semble du côté du peuple contre ses oppresseurs. Les femmes du marché d'Antokpa ont leur verdict, implacable comme toujours. Ils peuvent mentir tant qu'ils veulent. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons vu les avions. Nous avons entendu les bombes. Nous avons compté les morts. La vérité finira par triompher. La sagesse populaire contre les mensonges officiels. Les enfants des écoles posent des questions embarrassantes à leurs professeurs. Pourquoi des avions étrangers bombardent notre pays? Pourquoi notre président se cache? Pourquoi on nous ment? Les enseignants ne savent que répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? Les vieux, qui ont connu l'indépendance, pleurent. Ils ont lutté contre le colonialisme français pour voir leur pays recolonisé. Ils ont cru à la fraternité africaine pour voir le Nigeria les bombarder. Ils ont espéré la démocratie pour vivre sous une dictature. C'est l'échec d'une génération, d'un rêve, d'une époque. La nuit tombe sur Cotonou. Les rues sont vides. Les cœurs sont lourds. Les esprits sont troublés. Le Bénin vit ses heures les plus sombres. Trahi par ses dirigeants. Abandonné par ses voisins, bombardé par ses frères, occupé par des étrangers. C'est l'année zéro de la République. Mais dans cette nuit noire, une lueur d'espoir persiste. La vérité éclate. Les mensonges s'effondrent. Les masques tombent. La CEDEAO panique car elle sait que ses jours sont comptés. La France avoue car elle ne peut plus cacher ses crimes. Le Nigeria ment car il a honte de ses actes. Cette triple révélation, la panique de la CEDEAO, l'aveu français, les mensonges nigérians marquent un tournant. Le système qui opprime le Bénin se fissure. Les contradictions explosent. Les alliances se défont. Le château de cartes commence à s'effondrer. Le peuple béninois observe. Il attend. Il se prépare. Un jour, peut-être bientôt, il se lèvera. Ce jour-là, ni les bombes nigérianes, ni les manœuvres françaises, ni les gesticulations de la CEDEAO ne pourront l'arrêter. Ce jour-là, le Bénin redeviendra libre. En attendant, la farce continue. La CEDEAO convoque des sommets pour sauver la face. La France multiplie les démentis que personne ne croit. Le Nigeria s'enfonce dans ses mensonges de plus en plus grotesques. Talon se terre dans ses cachettes. Et le peuple béninois souffre en silence. Mais le silence ne durera pas éternellement. La colère monte. La pression s'accumule. L'explosion approche. Quand elle surviendra, elle emportera tout, Talon, ses protecteurs étrangers, le système pourri qui étouffe le Bénin. Ce sera violent. Ce sera chaotique. Mais ce sera libérateur. La CEDEAO en panique, la France qui avoue, le Nigeria qui ment. 3 symptômes d'un système en phase terminale. Le néocolonialisme ouest-africain vit ses derniers jours. Le Bénin sera peut-être sa dernière victime, mais aussi le lieu de sa défaite finale. L'histoire s'accélère. Le dénouement approche. La vérité triomphe toujours, même si elle met du temps.